On est le 20 janvier 2025, c'est le début de la présidence de M. Trump. Posez des gestes pour protéger votre entreprise. Trouvez-vous un partenaire américain. Il ne faut pas juste attendre, il faut poser des gestes. L'acquisition que nous avons faite à l'automne chez Can-Am, c'est 12 usines aux États-Unis. Si tu as un commerce, puis là, tu es en train de te faire manger la laine sur le dos parce que les clients migrent vers une autre sorte, mon Dieu, change. Osant un deuxième. En fait, on surestime le pouvoir des instances publiques face aux grands défis de société. Mais tu peux encore te protéger de toi. Marc Dutil, tu es le président et directeur général du groupe Can-Am, une entreprise familiale québécoise fondée en 1960 et spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de construction en acier. Aujourd'hui, Can-Am compte près de 4 500 employés, possède 22 usines à travers le monde et génère plus de 3 milliards de chiffre d'affaires annuel. Sous ton leadership, l'entreprise a poursuivi une forte croissance, notamment grâce à une stratégie de diversification et d'expansion à l'international. On connaît aussi ton implication dans divers projets comme l'école d'entrepreneurship de Beauce et plus récemment, la publication de ton livre Mocassins et bottes à cap. Ta passion pour l'entrepreneuriat, la Beauce et la communauté québécoise se reflète dans chaque réalisation qui porte ta signature. Marc Dutil, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Puis peut-être juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais prendre un petit moment pour bien expliquer à notre audience qu'est-ce que Can-Am pour les gens peut-être qui se posent des questions, qui ont déjà entendu le nom de ton entreprise, mais qui aimeraient en savoir un peu plus? Ah, c'est vraiment drôle. Je donnais une conférence à Québec devant beaucoup de monde. Puis quelqu'un arrive. J'aimerais vous présenter mon grand ami Marc Dutil, président de Canac. Et là, j'ai dit, wow. Et parfois, c'est Manac, qui est l'entreprise qui fait des remorques, dont la famille est vraiment actionnaire aussi, là, mais Can-Am, dont le nom veut dire Canada-Amérique. Puis aujourd'hui, le 20 janvier 2025, c'est un nom particulièrement important, mais c'est une usine qui était basée dans un village en Beauce, choisie pour sa proximité avec les lignes américaines et qui prenait avantage de l'accès au marché européen de l'acier qui rentrait dans le port de Québec, qui était transformé en poutrelles d'acier et revendu sur le marché américain. Fait que Can-Am était dès le jour 1 une entreprise manufacturière sur la frontière américaine qui vendait aux États-Unis. Qui, écoute, ensuite, ça c'est mes grands-parents. Ça fait que Roger Dutil et Gilberte Lacroix, avec un partenaire américain. Mon père rachète l'entreprise en 72, après y avoir travaillé plusieurs années. Puis en 72, mon père avait déjà fondé Manac en 66. Fait que Manac rachète Can-Am, ça s'appelle Groupe Can-Am Manac depuis 72. Et Marcel Dutil, qui est un bâtisseur instoppable, rajoute projet après projet. Fait qu'on commence à faire du tablier métallique, il se lance dans les maisons ou les blocs appartements multirésidentiels en modulaire dans les années 80. Il était vraiment en avant de la parade. Il a aidé à reconstruire un village en Algérie qui s'appelle El Asnam après un gros tremblement de terre. Il s'en va public en 84, avec les programmes REA de M. Parizeau. Puis the rest is history, comme ils disent. Hein? Fait que de 84 à 2017, public, de grandes acquisitions, de grandes diversifications. On revient privé en 2017 avec un fonds d'investissement américain et on redevient québécois en 2020. Famille, caisse et fonds de solidarité à 33. Et depuis 2020, c'est la structure à laquelle on fonctionne. Et nous avons racheté l'automne dernier une des entreprises que nous avions à l'époque de la privatisation de 2017. Fait que Can-Am, aujourd'hui, en fait, a doublé de taille à l'automne. On n'a pas été obligé de le dire à personne parce qu'on n'a plus rien à dire. C'était fantastique. Oh wow! Ça, c'est ce qui change quand on repasse de public à privé, j'imagine. Hein? Puis, toutes les choses que tu as mentionnées aujourd'hui, je pense qu'on va être capable de le décortiquer un petit peu ensemble dans l'entretien, mais peut-être, toi, on pourrait parler un peu de ton parcours à l'intérieur de l'organisation. Si je ne me trompe pas, Marc, 89 que tu rentres dans l'entreprise à peu près? Non, 79, j'ai 14 ans. Mon père dit, à 14 ans, tu es un homme, tu vas rentrer dans le shop. Et je travaillais sur le tard de soir à faire, mon Dieu, il ne devait pas savoir quoi faire avec moi. Fait que j'ai percé des trous dans des plaques, j'ai boffé des morceaux d'acier. J'utilisais un anglais de camp d'été pour essayer de traduire ce que l'Américain dans le shop disait aux travailleurs parce que on se comprenait pas tant que ça. Je rentrais à la maison, puis quand j'éternuais, là, c'était toute la journée qui ressortait parce que c'était boucaneux, puis c'était sale. Puis je me rappelle quand mon père, après,
quelques semaines de ça, m'a dit, écoute, je pense, j'aimerais que tu t'en refasses d'autres semaines. Je me suis mis à broyer. Oh, ça te tentait pas. Ben, ça me tentait pas, ça me tentait pas. Écoute, on a une définition de la liberté à 14 ans qui est un peu égoïste. Mais ça a été... en fait, je ne pourrais pas me revenger après mon père. Ça me semblait impossible, fait que je l'ai fait avec mes enfants. Ça fait que Corinne, Mathias et Simon, on les trois été à l'usine à 14 ans. Puis, ça devait pas être si pire que ça parce que je les aime bien, mes enfants. Puis c'est une proximité avec la vraie vie, le vrai monde. Ça développe un vocabulaire puis une empathie que tu ne pourras jamais faire à lire un livre sur comment être gentil. Il faut juste le vivre, tu sais. Fait que c'est une très, très belle expérience. Je pense que ça m'a ancré, sans que je le sache d'ailleurs, dans l'entreprise. Puis, à 14 ans, c'est peut-être compliqué un peu, tu veux pas nécessairement y retourner, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement t'es retourné, puis que t'es retourné année après année, puis tranquillement t'as grandi dans l'entreprise? Ben, en 14 ans, la même année, mon père devait avoir une mission de me transformer cette année-là. Fait que la shop l'été, puis à Noël, j'ai reçu un cadeau qui s'appelle, toi ça ne te dira rien, mais un TRS 80, modèle 1 de Radio Shack. Et c'était les premiers micro-ordinateurs qui ne faisaient absolument rien. Ils faisaient rien, OK? Puis ensuite, tu lisais le livre d'instruction, c'était de la programmation. Écoute, moi, je suis né le 25 décembre 64. Je reçois un ordinateur à Noël 14 ans plus tard. Puis j'embarque dans un univers qui m'a fasciné. Mon cerveau ne n'attendait que de rencontrer un ordinateur. Puis ensuite, à 16 ans, fait que j'ai sauté l'âge de 15 ans, mais à 16 ans, je suis rentré chez Canam. Je me rappelle un type qui s'appelait Pierre Gignac, qui est décédé aujourd'hui, qui est un grand ami et collègue. Et Pierre venait me dire, bon, ben, viens m'aider à déboguer le système qui calcule telle affaire. Par le chemin de la technologie, qui était vraiment, c'était à ses premiers pas dans ces années-là, ben, j'ai commencé à comprendre l'organisation. Ça fait que c'est comme ça que je suis retourné à 16 ans, les mains sur un clavier plutôt que les mains sur un grinder. C'est ça qui s'est passé. Puis, à ce moment-là, quels sont tes rôles spécifiques dans l'entreprise avec un clavier? Comment tu as été capable peut-être d'amener tranquillement cet amour-là, entre parenthèses, que tu pouvais avoir, que tu développais un peu pour l'ordinateur, le mixer avec l'entreprise? Comment tout ça s'est intégré ensemble? Ben, OK. 16, 17, 18, 19, 20, c'est des emplois d'été. OK? Puis, ça devait être bien énervant parce que, hey, Marc, pourrais-tu faire ça? Puis, une journée et demie après, je revenais, OK, c'est fini, là, je peux te faire d'autres choses. J'en mangeais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis là, je disais, hey, peut-être serait mieux que je fasse ça. Tu sais, à un moment donné, là, c'est un peu naïf face au pouvoir du nom de famille, là, mais j'ai dirigé mes efforts vers certaines affaires. Et écoute, tu devines, j'avais un petit background informatique, là, fait que en 86, il sortait pas un Mac de chez Apple qui avait pas de mes logiciels dessus. OK, j'ai gagné ma vie à programmer, j'ai fini à New York à faire du développement informatique, je faisais du freelance puis écoute, j'ai fait bien des affaires. J'ai vendu un logiciel aux équipes de la Ligue nationale de hockey pour l'analyse de leurs gardiens. J'ai vendu à Simon Schuster New York un logiciel qui créait des CV, mes curriculums vitae automatiquement. J'avais bien, bien du fun. À un moment donné, j'ai marié Catherine. Je suis revenu au Québec. Mon père, il dit, va donc voir Richard, qui était notre VP ingénierie. Puis Richard, il avait un grand rêve de transformer une façon, en faire un petit peu de construction métallique 101. Quand vous voyez une construction métallique, l'ingénieur conseil a dimensionné les morceaux. L'ingénieur conseil a dit, OK, là, ça prend une poutre de 22 pouces. Il a tout calculé, puis c'est sécuritaire, puis il n'y a pas de problème. Puis ça prend un poteau de 8 pouces, puis ça prend ci, puis ça. Puis l'atelier ne saurait pas quoi faire avec ça. Ça prend une activité qui s'appelle le dessin d'atelier pour transformer le concept en dessin qui peut être exécuté dans l'usine. Et ça, c'est au millimètre près. Il y a une étape dans le métier qu'il faut transformer en dessin les conceptions. Et Richard, étant un peu... m'a donné 5 minutes d'instruction, ça m'a pris 5 ans à programmer tout ça, mais c'était comment je transforme le plan d'ingénieur en dessin pour l'atelier. Mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce que là,
Fallait que j'aille voir dans le shop, puis hey les gars, comment ça marche? Puis c'est quoi le plus clair? Puis c'est quoi que vous préférez? Puis on m'a tellement expliqué de choses. C'est un peu comme ça que c'était utiliser le mot amour, c'est un grand, grand mot, là. Mais c'est un peu comme ça que j'ai commencé à apprécier tout ce qui se passait. Puis 5 ans plus tard, Canam avait une technologie vraiment intéressante. Et on a eu une idée de génie ou pas. En tout cas, on a eu une idée. Peut-être que nos clients aimeraient ça. Moi, de 95 à 98-19, j'ai parcouru l'Amérique du Nord à offrir les technologies que Canam avait développées à nos clients en Amérique du Nord. Fait que j'ai rencontré des centaines de clients, plusieurs sont devenus des amis. C'était un petit peu... écoute, quand tu as 30 ans, là, j'ai failli parler mal, là, mais t'es invincible. Tu fais n'importe quoi. OK, là, puis tu le sais même pas. Puis, puis on a vendu la technologie à au-dessus de 150 clients de Canam. On a créé un regroupement d'usagers. Ils ont eu besoin de dessinateurs parce que c'est beau avoir un logiciel, mais ça me prend du monde pour l'opérer. J'ai fini en Roumanie pour ouvrir un bureau avec des collègues en Roumanie. J'ai fini à Calcutta en Inde. On avait 2 usines au Mexique. Mon père a dit « Hey, le jeune, tu parles espagnol, va au Mexique. » Puis il s'est passé des belles affaires. Parce que, je sais pas, puis j'ai de la peine parce que ma femme faisait de l'overtime, hein, parce que c'était très, très focusé travail. On avait 5 enfants à la maison, puis je viens de te nommer des endroits qui sont loin de la maison. Tu sais, fait que... J'imagine. C'est-à-dire que de 30 à 40-45, là, mon Dieu, Catherine, on lui demandait « Qu'est-ce que tu fais? » Elle dit « Je suis monoparental de luxe. » C'était ça sa réponse. Ça fait que... Ça a été dur pour les deux, je pense. Ouais. C'est quoi ta relation avec ton père à ce moment-là? Parce que Marcel Dutil, c'est comme tu l'as mentionné, un bâtisseur extraordinaire. Tu en es un également. Comment vous travaillez ensemble? À quoi ressemble un peu la cohabitation au travail? Mon Dieu. Y a-tu parlé? Hein? As-tu eu une conversation secrète avec lui avant qu'on se parle? La complexité de la question est proportionnelle à mon silence avant d'y répondre. On a dit ça. Elle est multidimensionnelle, forcément. OK, c'est sûr. On travaille ensemble. OK? Puis, pour ceux qui travaillent en grande entreprise, qui nous écoutent, faut naviguer les grandes entreprises. OK? C'est pas une PME avec 15 employés, là. OK? C'est des niveaux de hiérarchie, des conseils d'administration, des politiques, des cultures écrites et non écrites. C'est que mon père, dans une partie de mon cerveau, est le fondateur, président du conseil. À l'époque, il était le président. Quand il dit quelque chose, la plupart du monde l'écoute. Des fois, je lui disais, es-tu sûr? Il dit, écoute, as-tu compris ce que j'ai dit? Il dit, oui, je l'ai compris, mais es-tu sûr? Puis peut-être que je pense que j'avais pas toujours des mauvaises idées quand je challengeais un petit peu. Je savais que parfois, elles n'étaient pas toutes bonnes, mes idées. Mais il paraît que les bons couples, c'est ceux qui se parlent. OK? Ça fait que les fois que moi et mon père, on avait à avoir des débats, je pense qu'on ressortait plus fort par le débat. Mais moi, j'étais un introverti. OK? Puis il m'a pas l'air du gars qui a lu les 5 blessures de Lise Bourbeau, là. Mais à un moment donné, je n'aime pas le conflit. Si bien que la joute sportive, là, avec la conversation qui enrichit, mais à un moment donné, je baisse les bras, là, je ne mettrais pas à risque une relation familiale pour décider si on rouvre ou ferme une usine. Puis dans une entreprise, c'est des questions existentielles. Mais à un moment donné, tu dis, écoute, là, jusqu'où je suis prêt à escalader ça. Mais mon père, c'est un peu extraordinaire des gens qui sont capables de prendre rien et faire quelque chose avec. C'est quand même quelque chose. Moi, dans la vie, j'ai fait quelque chose avec du rien des fois, mais professionnellement, je suis parti avec beaucoup, beaucoup d'étapes déjà exécutées devant moi. Et j'ai la chance de rentrer dans une organisation qui a un bon nom. J'ai la chance d'être né dans une famille qui a une bonne réputation. C'est pas par magie, mais peut-être que la porte se rouvre un peu plus facilement quand je pose une question, j'essaye de rejoindre quelqu'un. Et tout ça, c'est mon père qui a rendu ça possible. J'ai parlé de la shop à 14 ans, j'ai parlé du micro-ordinateur. À un moment donné, il m'a dit, écoute, ta mère puis moi, on en a parlé, puis qu'est-ce que tu penses d'aller étudier aux États-Unis? Fait que j'ai étudié à Boston.
Qu'est-ce que tu penses? À 11 ans, on aimerait que tu ailles dans un camp d'été apprendre l'anglais. Forcément, ces grandes étapes-là de ma vie ont été programmées par quelqu'un. OK? Puis, aujourd'hui, mon père a 82 ans. Il est président du conseil. Il est président-chef de la direction de Canam Pont, qui appartient à la famille, mais qui est une société distincte de Canam Construction. Je ne veux pas faire de concours, mais il travaille peut-être plus d'heures que moi. OK? Ça fait que mon père, là, c'est une machine ambitieuse, fière, pleine d'énergie, pleine d'idées. Encore aujourd'hui, écoute, je n'ai parlé tantôt, on a fait une acquisition, puis là, il y a des choses à ajuster. Puis quand je suis rendu à 80% de mon idée, j'ai dit, écoute, as-tu 5 minutes? Je vais te proposer quelque chose, qu'est-ce que tu en penses? Puis il y a juste 2-3 affaires, puis j'en ressors grandi. Fait que c'est ça. Encore super allumé, ouvert d'esprit, qui est capable de discuter à 82 ans, encore focus comme jamais. C'est impressionnant tout ça. La fierté que tu as beaucoup envers ton père? Ben, quand je vais chez le médecin là, pour mon bilan annuel, là, sa première question, c'est comment vont tes parents? C'est que nos parents, c'est la première chose qu'ils nous lèguent, c'est leur propre vivacité puis santé. C'est ça qu'ils nous lèguent, nos parents. OK? C'est héréditaire, mais ça vient de eux. Ça fait que, je te dis, je reçois de l'énergie d'un bonhomme qui en a pas mal. On n'est pas à la même époque. OK? Je vais te raconter une chicane sympathique, ça va? Canam vit un moment difficile en 2003. Puis, faut être prudent avec la trésorerie. Puis, la trésorerie, quand une entreprise ralentit, c'est pas si pire. Tu sais, parce que, on baisse les inventaires, on a besoin de moins de monde, on ferme le corps du soir, on ralentit à 4 jours par semaine. Ça se navigue un ralentissement puis un défi de trésorerie. La trésorerie, c'est tough en maudit quand ça repart. OK? Puis là, les gens, je sentais, parce que quand c'est reparti en 2004-2005, je sentais qu'il y avait besoin de comprendre pourquoi la santé économique qui revenait était un drain extraordinaire sur nos liquidités. Okay? Parce que là, soudainement, on avait besoin de plus d'inventaire, on avait besoin de plus de recevables, il fallait embaucher du monde. Puis quand tu as 2-3 ans difficiles dans les résultats, les partenaires financiers ils disent, ouais, ben, tu sais, ça aiderait si tu avais un bon trimestre avant qu'on augmente la marge. Là. Fait qu'ils essayent de voir. Là, c'est la croissance qui te squeeze financièrement. OK? Puis moi, j'étais parti avec littéralement un plat de scène noire. J'avais un plat de scène noire, puis je faisais une simulation économique avec des travailleurs. Puis mon père, il me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je lui raconte comment c'est difficile de repartir une business, puis pourquoi on est serré, puis tout ça. Mais mon Dieu, tu vas les mettre nerveux. Ils vont penser que ça va mal. J'ai dit, ils le savent déjà. On dit non quand ils veulent faire ça, on dit non quand ils veulent faire ça. Je veux juste lui expliquer pourquoi. Puis, c'est pas chicané, ça a duré 3 minutes. Mais je pense que j'ai été nommé dirigeant d'une entreprise à une époque où la plupart des travailleurs avaient accès à l'information. Tu sais, ils se l'échangeaient entre eux plus facilement, ils lisaient dans les journaux, les entreprises publient des choses. Qui leur dire, inquiétez-vous pas la gang, on a ça entre les mains puis on va le faire. Je sentais que fallait que je tombe, comme communicateur, il fallait que je tombe dans le pourquoi puis le comment puis l'explication. Évidemment, j'ai un petit côté pédagogue, là, tu le vois dans mon chemin de vie, mais je sentais qu'il fallait aller plus loin. OK? Puis, ça fera la même chose. Ça prendrait peut-être 5 minutes pour lui dire, écoute, si jamais tu me vois parler à tout le monde, voici pourquoi. C'était pas très bon à expliquer ce que je faisais, je le faisais. Puis comment que ça a évolué, le fait qu'à un certain moment donné, c'est toi qui reprennes la direction de l'organisation? Comment? Parce que il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu gagnes confiance, il faut qu'on soit prêt également, il faut que l'entreprise soit prêt également à intégrer un nouveau dirigeant, qu'il y ait une transition. Comment tout ça s'est mis en place? Je pense que ta question suggère un malentendu. OK? Moi, j'aime bien les Canadiens de Montréal. Okay? Ils ont gagné hier soir, ils m'ont fait de la peine samedi, puis il y a des bonnes games, de mauvaises games. Mais j'aime cette dynamique-là, j'aime l'histoire. Puis imagine que quelqu'un est préposé aux équipements, puis là, il est promu responsable des mises au jeu, puis là, il est promu responsable des goalers, il est promu responsable de l'attaque. Puis à mesure qu'il y a une promotion, les gens lui disent « Hey, comment tu te sens d'avoir dirigé l'équipe hier pour la victoire? » Puis là, il dit
Tu sais, my God, on est 7 entraîneurs, on s'occupe de tout, puis c'est pas sûr que je vais gagner, puis les joueurs ont scoré. Quand tu grandis dans une entreprise, surtout si elle est énorme, de l'externe, tu es nommé vice-président exécutif, tu es nommé sur le conseil d'administration, tu es nommé président. Si quand tu es nommé président, tu penses que tu es président. Tu sais, il y a un chef de la direction autour de toi, puis autour du chef de la direction, il y a un conseil d'administration, puis autour du conseil d'administration, il y a des politiques d'approbation. De l'externe, quelqu'un qui sort une carte d'affaires qui ça dit président, je pense qu'on attribue à cette personne-là plus de pouvoir que la responsabilité partagée, qui est vraiment la vraie vie. OK? Quand quelqu'un dit sous la responsabilité de Marc, s'est passé ça, tu sais, my God, peut-être que j'étais coach de l'attaque à 5, là, mais il s'est passé tellement d'autres affaires pour qu'on gagne la game, là. C'est un partage distribué. Et mon père, c'est souvent lui qui arrive avec la patente qui change la game. Hey, les gars, j'ai une idée de fou, qu'est-ce que t'en penses? Une fois de temps en temps, on se dit, OK, la question qu'on a faite au mois d'octobre, ça faisait des années qu'il nous en parlait. Puis, on lui disait, t'as pas dit que ça en vient une récession? Oui, ça en vient une récession. Tu peux pas attendre que la récession arrive pour faire l'acquisition, ça va coûter moins cher. Ouais, vous avez raison. Puis là, 6 mois après, hey, il me semble, les gars, là, ça serait le temps, là, arrêtons de niaiser, go. Puis là, on recommençait. Puis à un moment donné, là, les esprits se rencontrent, puis le deal est bon, puis, mais tu peux pas oublier d'où ça vient, là. Ben, c'est sûr que c'est un travail d'équipe, mais tout de même, ton rôle a changé aussi dans l'entreprise. Ça, c'est clair. Est-ce que c'était dessiné ou ça s'est fait peut-être à travers le temps, concours de circonstances? Comment Moi, ça j'ai s'est été mis en nommé place? président de Canam à 38 ans. Ouais. Ça a duré 24 heures. OK? OK. Parce que le conseil d'administration est organisé en comité. Il y a un comité de ressources humaines qui m'annonce la veille, écoute, Marc, demain, on va recommander ta nomination comme président. Je pense que j'ai 38 ans. Puis, ça s'appelle ma femme. Je dis, écoute, demain, il va y avoir une nouvelle parce que ça la fâche quand je dis pas d'avance ce qui se passe. OK? Puis, au CA le lendemain, il y a un type, je me rappelle de lui, il s'appelle Yvon Martineau. Yvon, il est décédé aujourd'hui. Mais Yvon, il dit, Marc, je te félicite. Mais il dit, Marcel, il dit, l'année prochaine, comment ça s'annonce? Ah, il dit, l'année prochaine, ça va être vraiment tough. Là, je regarde le calendrier de commande, j'ai un feeling. Normalement, ce ne sera pas une bonne année l'année prochaine. Fait que là, Yvon, il me regarde et dit, écoute, Marc, je suis vraiment fier de toi, là, mais tu veux-tu vraiment commencer par une mauvaise année? Tu sais, pourquoi tu laisses pas celui qui a l'expérience prendre les coups durs, puis dans un an, on te renommera président dans un an. OK? Puis, il y a des moments, peut-être parce que c'est une entreprise familiale, OK? Il y a eu zéro hésitation. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème. Ça se peut pas que je rentre à la maison plus heureux parce qu'on a nommé le président, parce que soudainement, je donne le pouvoir de mon bonheur au comité de ressources humaines. OK? J'ai dit, écoutez, je vais appeler ma femme, là, on va changer ça. Ça a été excellent parce que j'ai pu mettre mon cerveau au travail. Tu sais, j'aurais fait si j'avais été président. OK? Quelle posture j'aurais eue? Puis à un moment donné, c'est passé. Fait que c'est cette patience-là qui, je pense, a aidé l'organisation à mesure qu'on me confiait des responsabilités. J'aimerais revivre, ça a duré 10 ans, là, de président là, vers chef de la direction, ça a duré 10-12 ans. J'aurais aimé être plus complice de mon père pendant ces années-là. Mais je l'ai dit tantôt, quand on m'a nommé président, je pensais que j'étais président. Tu sais. Je pensais que j'avais... Tu n'as pas lu mon premier livre, toi. J'ai un chapitre qui s'appelle La juridiction du beige. Là. Si tu ne lis qu'un chapitre, c'est celui-là. Là, mais je pensais que j'avais le pouvoir de changer bien des affaires dans l'entreprise. Puis je l'ai dit tantôt, là, c'est un sport d'équipe, puis il faut respecter tout ça. Puis j'aimerais on a eu une discussion la semaine dernière, Marc, que j'ai trouvé fascinante sur une expression un petit peu que tu as dit que une des raisons qui, selon toi, pourquoi il y a autant d'entreprises de boss qui ont du succès, qui sont capables de faire de l'expansion. Canam connaît l'expansion, vous en avez fait pendant excessivement longtemps, pendant des décennies, vous continuez à en faire aujourd'hui. Vous en avez fait quand tu as été président et chef de la direction, comme tu l'es encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que Canam, que d'autres entreprises de boss arrivent à faire de l'expansion internationale, arrivent à devenir d'aussi grandes entreprises? Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Écoute, on est dans les hypothèses, là, mais
écoute, je pourrais lever mon ordinateur et te montrer la vue de mon bureau, là, mais je vois Saint-Georges-Ouest de l'autre bord avec l'église, puis l'hôpital, puis je vois Saint-Georges-Ouest avec un centre d'achat, puis un pont, puis mais au-delà de mon regard, je peux pas voir plus que 30 000 personnes. Là. C'est ça le cercle de mon regard quand je suis dans mon bureau à Saint-Georges. Puis c'est au monde d'une famille en affaires, puis il y a de l'ambition, puis ça a quelques grands rêves. Je pense pas que la Beauce a le monopole des rêves que les gens ont, mais la Beauce peut pas nourrir ton rêve. Mettons, tu rêves un jour d'avoir, ça me semble niaiseux de mesurer ça en nombre d'employés ou chiffre d'affaires. Là. Les rêves sont multiples de dimensions. Mais ça se peut que tu sois obligé d'aller à Québec. Ça se peut que tu sois obligé d'aller dans le Maine. Ça se peut que tu sois obligé d'aller à Toronto, puis à Boston, puis à New York. Et là, ton ambition t'amène forcément ailleurs. La Nouvelle-Angleterre est remplie de Pomerleau, La Chance, La Flamme, Nadeau, Tanguay. Là. Les gens allaient où il fallait qu'ils sortent. Il est sans doute possible de venir au monde à Montréal, d'avoir toi aussi accès à de l'ambition, puis tout ça, puis tu trouves un commerce, puis t'en rouvres un autre dans l'ouest de la ville, puis t'en rouvres un autre dans le nord, puis finalement t'as 3 commerces, t'as une belle vie, puis t'as un chalet. Montréal a nourri ton ambition. T'as pas été obligé de sortir de Montréal pour nourrir ton ambition. Moi, j'ai été obligé d'aller en Roumanie, puis à Dubaï, puis en Arabie Saoudite, puis au Mexique, puis en Chine, puis j'ai été obligé d'aller ailleurs et pour nourrir l'ambition que l'entreprise avait. OK? Puis l'autre chose, Antoine, la propriété. OK? Là, mettons qu'il y aura une usine de XYZ ici, nomme la multinationale, il y a une usine ici, il y a un directeur général qui... le directeur général d'une succursale d'une grande multinationale, pas dire zéro, là, mais il y a de l'influence correcte sur le site dont il est responsable. Il y a des objectifs à rencontrer, mais il n'est absolument pas d'une position d'orchestrer une croissance à l'international. Écoute-toi, là, occupe-toi de la shop en bourse, là, puis laisse-nous s'occuper des grosses affaires. Tu sais, ça fait que quand la propriété vient de l'externe, ton ambition locale est dure à nourrir. Là. Là, je le dis dans le respect, là, mais on a un super projet ici qui s'appelle Rendez-vous à la rivière. Mon père était très, très impliqué là-dedans. On a fait un barrage sur la rivière Chaudière à Saint-Georges. OK? Pour créer une voie d'eau navigable durant l'été. Il s'est bâti des parcs, il s'est bâti un parc de sculpture. Il y a la plus grosse collection de lilas au Canada ou au monde, je ne sais pas. Là, c'est fantastique. Puis moi, j'ai ramassé de l'argent pour ce projet-là. J'ai été voir le petit commerçant, propriétaire de son affaire, OK, Sévigny. Il dit, Marc, je ne sais pas si tu viens me voir. Il dit, vous m'encouragez depuis toujours, voilà 500 pièces. OK? Puis Martin, le 500 pièces de Martin, là, c'est un vrai don. OK? J'ai fini dans un grand commerce international que je ne nommerai pas. Je finis par avoir un rendez-vous avec la directrice générale du commerce qui, mon charme extraordinaire, a réussi à lui extirper 50 pièces. OK, là? Puis avec le chèque de 50 pièces que j'ai reçu, j'ai eu et ne faites pas monter mes taxes. Tu sais, tabarnak. OK? Je suis en train d'aider à développer quelque chose qui va rendre Saint-Georges un milieu attrayant. On va aider à attirer du monde et à les retenir. On va aider la santé de la population. Je finis avec 50 pièces pour un avertissement. Tu sais, c'est ça la différence entre propriété locale, propriété externe. Et la Beauce, comme on est relativement petit, les gros shops viennent pas ici. Ils vont, tu sais, les usines de batterie, là, qui pour nous sont des clients qu'on aime beaucoup chez Can-Am. Okay, là, ils ont mauvaise presse, là, parce que c'est un milieu dont il fallait caler la cadence. Puis là, la cadence, c'est pas comme ils pensaient, mais on vire électrique. Vous le savez, tout le monde le sait qu'on est en train de virer électrique, mais il n'y a personne qui va ouvrir une usine de batterie en Beauce. C'est trop petit. OK, là, il y a des enjeux de main-d'œuvre, il y a des enjeux d'infrastructure. Fait que comme on est plus petit, ben, il faut s'occuper de nos propres affaires. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts,
Mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Et tu ouvres un point que je trouve donc intéressant, l'expansion. Tu nous as parlé des voyages que tu as faits, des bureaux que tu as ouverts, des portes que tu as été capable de défoncer à travers le temps. Et tu m'as également mentionné plus tôt que tu as un côté très pédagogue. Je pense que beaucoup de gens qui écoutent le podcast et qui connaissent le savent avec ce que tu as été capable de construire à travers le temps. Et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur le podcast, Marc, qui sont des entrepreneurs et qui veulent bâtir cette expansion-là, qui veulent amener leur entreprise à l'international. Avec l'expérience que tu as aujourd'hui, avec les entrepreneurs que tu côtoies avec l'EB, on en parlera dans quelques minutes, comment une entreprise en 2025 doit s'y prendre selon toi pour réussir son expansion internationale, pour réussir son expansion? Bon, peut-être ça va être un petit peu plus compliqué l'expansion américaine, mais prenons-le peut-être comme exemple également. Quels seraient les conseils que tu donnerais aux gens qui nous écoutent qui ont un petit peu cette envie-là en 2025? Je pense que le ground zero, là, la flamme originale, là, elle doit être que soit bien dirigée. Okay? Si tu rêves d'être milliardaire, là, si tu rêves de voir ton logo sur les Champs-Élysées à Paris, puis tu vas avoir, mon Dieu que c'est dangereux. Tu vas aller trop vite, les gens vont le sentir. Est-ce vraiment la bonne raison? Okay? Si tu as envie de suivre un client, okay? Tu as un client d'envergure, il fait confiance sur le marché du Québec depuis quelque temps. Il y a d'autres succursales déjà où lui-même veut prendre l'expansion au service de ton client. Si tu veux aider ton équipe à agrandir leurs horizons. Ça, là, j'ai une histoire extraordinaire sur la Roumanie, là, puis on peut aller vite, là, mais... Non, ben vas-y, prends ton temps. OK, moi, là, en passant, là, je vais défaire le mythe là, que je suis un grand visionnaire, là, mais mon père revient de la Roumanie parce que son chum a parti quelque chose là-bas, puis c'est fantastique de la Roumanie. Puis là, le gouvernement veut privatiser une grande société qui fabrique du métal. Puis mon père, il se fait aller en Roumanie, puis il me donne un document d'environ 20 pages avec des photos, puis voici le potentiel en Roumanie. Je fais plus ça vite, puis je le tire aux poubelles. OK? Mon Dieu, on a assez de problèmes ici, tu m'en vas pas là, moi. OK, là? Puis On est en quelle année, juste pour être certain? Ça, c'est milieu des années 90. OK? Mais c'est le côté de l'achat. OK? L'infrastructure, là, c'est pas ça qu'on avait besoin. Pas des années 90. Puis, on finit d'un show en Europe sur la construction. Mon père me dit, dans le lobby à 6 heures demain matin. Je dis, le show rouvre à 9 heures. On va pas au show. OK? On s'en va en Roumanie. Fait que là, il me donne pas un document, il me kidnappe. On finit à Bucarest. On embarque d'un train pour monter vers Brasov, qui est dans les montagnes, les Carpates, là, juste au bord. En Transylvanie, d'ailleurs, vous aimez l'histoire, là, en Transylvanie, Dracula, etc. Mais là, on visite la shop, cette fameuse shop-là, dans laquelle, puis je l'ai dit avec affection, j'adore les Roumains. C'était une belle aventure dans ma vie. Mais dans cette shop-là, cette journée-là, il y avait plus de pigeons que de travailleurs. OK? Puis
Quand je regarde mon père, je dis, sais-tu quoi? C'est peut-être pas de ça qu'on a besoin. OK? Je me revire vers M. Popescu, qui est notre guide, puis j'ai dit, Dan, y a-t-il des ingénieurs ici? Il dit, yes, of course. Parles-tu anglais? Yes, of course. Il serait-il capable de travailler avec le système impérial? Yes, of course. Puis là, je dis à mon père, je dis, écoute, c'est de ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. OK? Puis le lendemain, mon père dit à Dan Popescu, fait que là tu as le brain. Tu as le brain qui a eu une idée. Puis mon père qui dit, là, on va arrêter de niaiser. Il dit à Dan Popescu, combien d'argent tu gagnes, toi? OK? Fait que Dan Popescu, qui est directeur général d'une grosse shop de métal à Brasov, il dit, je gagne 15 000 $ par année. Mon père, il dit, si on double ton salaire, viendrais-tu travailler pour nous? Fait que, après 48 heures, il y a une idée, on a embauché quelqu'un, on n'a pas de plan, puis on revient à la maison, j'ai 3-4 brochures touristiques de la région de Sinaia, qui est dans les montagnes entre Bucarest et Brasov. Je colle un meeting ici. Louis, Christian et Tony, c'est un vendredi après-midi. Je dis, regardez les gars, regardez comme c'est beau. Regardez les belles montagnes. Puis là, Tony se lève puis il dit, je m'en vais à la maison. Mais non, Tony n'a même pas commencé à parler. Il dit, justement, parce que si je te laisse faire, tu vas me convaincre de quelque chose que je veux pas faire. Fait que Tony s'en va. Et Louis et Christian, Louis, c'est Louis Veilleux de Groupe Mondial, qui était chez Canam longtemps, qui est un ami. Puis Christian Hébert, c'est un ingénieur chez Canam, puis ingénieur dessinateur. Là, puis Louis a passé 1 an avec sa blonde et ses 3 enfants à Brașov, en Roumanie. Christian a passé 3 ans avec son épouse Liette, qui travaille chez Canam aussi. Et je sais qu'on a changé la vie de centaines de personnes. On est rendu à 425 personnes d'employés en Roumanie. Wow. Puis Tony Poulain, le fameux qui s'est sauvé du premier meeting, il est aujourd'hui responsable de nos activités en Roumanie. Il est allé plus souvent que moi. OK? Fait que, une bonne raison d'aller à l'international puis de prendre l'expansion, c'est tout ce bien-là qui est fait, toute cette croissance d'apprentissage, tout l'impact qu'on a. Puis, pour ceux qui disent, là, j'ai déjà parlé de ça, puis quelqu'un m'a dit, vous abusez du pauvre monde. Ça attend un peu, là. On n'est pas en train de faire des trous dans les mines, on n'est pas en train de couper des arbres, on n'est pas en train d'abuser de personne, là. OK, là? On travaille, on fait un travail qui permet de gagner sa vie là-bas. Ça aide nos usines ici. Il faut se remettre dans l'esprit de la fin des années 90, le bug de l'an 2000. On est incapable de trouver du monde. OK? Puis ça, c'est important parce que regardez aujourd'hui les enjeux de pénurie de main-d'œuvre. OK? Nous, on a 600 personnes en Outre-mer qui font du travail technique pour nous autres. Il faut juste poser les gestes. OK? Là, comme c'est là, on est le 20 janvier 2025. C'est l'inauguration c'est le début de la présidence de M. Trump. On a tous les doigts croisés. Il va se passer quelque chose, là. Il a annoncé des tarifs. OK? Puis, il y a une couple d'entrepreneurs qui me disent qu'est-ce que tu en penses, puis là. Je dis, posez des gestes. OK? Posez des gestes pour protéger votre entreprise. Trouvez-vous un partenaire américain. Il ne faut pas juste attendre. Il faut poser des gestes. Puis, l'acquisition que nous avons faite à l'automne chez Canam, c'est 12 usines aux États-Unis. Ça fait... Mes exemples sont rarement bons, là. Mais si tu as un commerce, puis là, tu es en train de te faire manger la laine sur le dos parce que les clients migrent vers une autre sorte, mon Dieu, change. Pose-en un deuxième. Fais quelque chose. Souvent, on pense que les instances... En fait, on surestime le pouvoir des instances publiques face aux grands défis de société. OK? Effectivement. Fait que là, on se dit, OK, bon, hey, si Trump fait ça, nous, les Canadiens, on va faire ça, puis là, il va y avoir une joute. Mais tu peux encore te protéger de toi. OK? Tu as le droit de faire des choses pour te protéger de toi. T'sais. Bon, fin de l'anecdote, Antoine. Donc, si je comprends le playbook, il faut aller à l'international, mais ma question pour toi elle serait la suivante. À quel moment? Est-ce que tu crois que l'entreprise doit avoir atteint un certain stade, que ce soit en termes de taille, de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est selon les opportunités? Est-ce que c'est un mix de tout ça? OK, là, tu vas penser que je suis fou, là, mais ça va venir. Tu sais, là, j'adore le conseil d'administration que Canam a aujourd'hui. Il est seulement 7 personnes. C'est intime, c'est ouvert, c'est dynamique, c'est très respectueux. On a un beau conseil d'administration. Et souvent, ils disent, tu sais, Marc, peux-tu nous faire le playbook, je vais prendre ton mot, de vos plans d'acquisition. Puis là, j'essaie de faire mon SMAT. Là, j'ai dit, OK,
Parfait. Que je sache, vous êtes marié. Oui, c'était quoi ton playbook pour rencontrer ta conjointe? Tu sais, c'était une intention claire. Nous avons l'intention d'avoir les yeux ouverts lorsque de belles occasions de croissance se présenteront. Ça, c'est l'intention. C'est la slide numéro 1 du PowerPoint. La slide numéro 2, quelqu'un voudrait que ça soit et nous allons acheter telle usine au Missouri. Et nous allons aller en Californie, nous allons aller au Texas. Et cette partie-là, elle est organique. OK? Elle vient avec. Parce que si tu te dis, je dois absolument faire une acquisition au Texas cette année, il y a un compte à rebours, tu vas te tromper, tu vas aller trop vite, tu vas payer trop cher. Puis à un moment donné, la belle occasion est à côté. OK? Tu as les yeux ouverts. Puis, fait que ce que je recommanderais, participer à des foires. Impliquez-vous dans des associations de votre industrie. OK? Puis là, je fais ça parce que ma fille travaillait là-dedans. Là, si vous êtes dans les échafaudages, puis votre anglais n'est pas très bon, ça vous tente peut-être pas de faire partie de US Scaffolding Association. OK? Mais my God, dépenser une couple de $1,000 par année, aller à le congrès, payer une bière à quelqu'un, poser des questions sur le problème, demander-y le nom de son conjoint, comment vont tes enfants. Puis dans 5 ans, le téléphone va sonner. As-tu 2 secondes pour que je te parle de quelque chose? J'ai un projet, j'ai besoin d'un partenaire, j'ai une question sur des fournitures d'équipement. As-tu du monde à me passer parce que j'ai une job en métrique, puis je sais pas comment ça marche. Mais il va se passer quelque chose. Et vos chums vont vous dire, t'es chanceux, puis tout ce que tu as fait, c'est de semer jusqu'à temps que tu vas récolter un jour. Il faut se mélanger. OK? Puis quand j'avais dans la trentaine, quelqu'un m'a dit, Marc, prends ta place. OK? Puis je ne savais pas comment opérationnaliser ce commentaire-là, mais j'ai joint des YPO, puis j'ai été suivre des cours à Boston, puis j'ai été suivre un cours en Ontario, puis j'ai sorti, j'ai rencontré du monde. Ça fait des folies, là. Tu sais, j'ai appris le mandarin. Là. Ça n'a aucun bon sens, là. Mais j'ai sorti des sentiers battus. Puis un jour, il se passe quelque chose, puis parce qu'on te fait confiance, on t'offre quelque chose. J'aurais une dernière question au niveau business que je voudrais parler avec toi un peu avant qu'on discute un peu du livre que tu as sorti. On a eu Germain Lamonde de Exfo, qui est une autre très, très belle entreprise québécoise, Marc, qui est venu sur le podcast et qui nous a expliqué la dynamique qu'eux, ils ont vécue en étant privés, publics et qu'ils sont redevenus privés. Il nous expliquait un peu ce qu'il y a eu de bon quand ils étaient publics, les raisons également qui sont redevenus privés. Comment ça s'est déroulé un petit peu de votre côté et qu'est-ce qui a poussé votre groupe à ultimement redevenir privé après avoir été public pendant un très bon nombre d'années? Ben, c'est parce que elle est publique en 1984, là, avec des actions multivotantes, avec un esprit de gouvernance complètement différent. Ça convenait sans doute aux ambitions de Marcel Duthil et de la société dont il était l'actionnaire. Okay? Fait qu'on s'en va public, ça donne des liquidités, on prend de l'expansion. Il s'est passé toutes sortes de choses, puis sans doute pour les bonnes raisons. OK? Et là, soudainement, il faut que tu divulgues la rémunération des principaux dirigeants. Soudainement, il faut que tu faut que tu publies quand il y a des mauvaises nouvelles. Soudainement, il faut que tu écrives un rapport sur ta stratégie d'affaires. Avoir su tout ça en 1984, Marcel Duthil aurait sans doute dit, écoute, quand je mène l'autobus, je veux pas que les passagers me disent quoi faire. Okay? Mais en 2017, on a eu un projet difficile. En 2016, l'action a coupé de moitié. Je pense que mon père a reconnu que c'était une fenêtre extraordinaire pour emmener l'entreprise où il aurait voulu qu'elle soit, avoir su ce que ça aurait été être public. Okay? Moi, j'y ai cru. J'y ai cru. Quand je suis devenu président, j'ai dit non, je vais la faire, la ronde. Là, je vais y rencontrer des investisseurs, on a fait ça. Mais tu viens m'aider. Tu oublies pour qui tu travailles. Et tu penses que tu travailles pour un fonds d'investissement à Toronto quand en réalité, tu travailles pour quelques centaines de clients puis des milliers de collègues. Tu es d'une salle de réunion à dire et voici nos résultats du dernier trimestre, quand peut-être tu devrais être sur le chantier à essayer de voir l'opportunité. Fait que je pense que c'est un drain d'énergie, d'attention. Ça crée une pression malsaine parce qu'il y a 1 ou 10 analystes qui disent les résultats vont être 32 sous par action. Puis là, tu es à 29. Merde, ils vont être déçus. Merde, ils vont être déçus. Puis là,
hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire que ce soit 30? On pourrait être un peu moins agressif sur telle affaire. Puis là, on pourrait être ici, penser que... Puis là, rien de croche, là, mais c'est, mettons que tu fais un estimé d'inventaire en fin d'année, puis tu dis, on va mettre un peu moins... Tu commences à être mêlé dans ta tête. Quand tu es privé, là, puis en plus, à la fin janvier 2015, tu n'es pas capable d'être devant tes collègues et de dire, voici nos résultats du mois de janvier. Tu peux pas, parce qu'ils n'ont pas le droit de savoir tes résultats avant le public. Quand on est privé, on peut se dire entre nous autres n'importe quoi. On a des vraies conversations qui imaginent, là, publier la rémunération, c'est correct, là. Je suis pas gêné, là, mais moi, je sais pas pourquoi aujourd'hui quelqu'un irait public, surtout quand il y a tellement il y en a de l'argent. Il y en a de l'argent il y en a de l'argent dans la caisse, il y en a de l'argent au fond, il y en a de l'argent dans le private equity. Il y a en masse d'argent. OK, là. Fait que, mon Dieu, je sais pas des nuances, hein. Non, mais c'est intéressant parce que autant je pense qu'à l'époque, c'était davantage un modèle de financement, un moteur de financement. Et comme tu le dis, aujourd'hui, il y a d'autres moteurs de financement qui sont différents. La dynamique a beaucoup changé aujourd'hui. Pourquoi les entreprises vont public de ce qui pouvait aller à l'époque, là? Ouais, puis il y a un petit peu un glamour. Faut que je l'avoue, là. Oui. Tu vois ton nom dans le C'est sûr. journal, puis il y a un palmarès, puis à un moment donné, ils disent les top 10, puis là, ils font un gala, puis là, mais là, ça crée aucune valeur pour le client, ça crée aucune valeur pour les travailleurs. Effectivement. Parle-nous un peu, ton dernier livre, Mocassin, bottes à cap, comment tout ça s'est mis en place? Tantôt, je te disais, là, laisse venir, là. Des fois, il ne faut pas tout prévoir, là. Fait que il y a une série d'événements inattendus qui mènent à la création de l'école d'entrepreneurship de Haute. Je m'implique beaucoup à l'école, je rencontre du monde, j'ai bien du fun. Puis dans la cohorte 6 du programme Élite, il y a une dame qui s'appelle Mélanie Paul, de la communauté Innu de Mastoyache. Puis encore aujourd'hui, mais à cette époque-là encore plus, ma relation avec les participants à l'école est très personnelle. Tu sais, là, je le sais, là, j'ai un meeting lundi prochain. Il y en a un qui m'a dit, je peux t'appeler, j'aurai un enjeu à discuter. J'ai au moins 1 ou 2 contacts de 15 à 30 minutes par semaine avec des gens qui disent, hey, on peut-tu jaser de quelque chose? Fait il y a une proximité. Puis quand Mélanie a gradué, elle m'a donné un miroir d'environ 2-3 pieds de diamètre, qui est un gros Inukshuk. C'est une belle pièce d'art. Qui, je sais pas, quand j'ai reçu ça, je dis, mon Dieu, t'es donc bien fine. Un jour, je vais aller le voir. Je suis pas mal fier que quand je dis quelque chose, je le fais. OK? Mais il s'est passé toutes sortes d'affaires, puis ça a pris 5 ans avant que je retourne voir Mélanie. J'ai fait beaucoup de voyages. Au Québec, là, en tout cas, moi, né en 1964 au Québec, la réalité autochtone, c'est une aile dans un musée. OK? Tu vas au musée de la civilisation, puis là, il y a un montage sur les longhouses iroquois, puis là, c'est là qu'ils vivaient, puis c'est là qu'ils couchaient, puis c'est là qu'ils entreposaient le grain, puis tu pourrais vivre une vie entière au Québec et ne pas t'intéresser à la réalité autochtone, qui c'est pas pire pour ça. Tu sais, on nous a élevés de même. Puis, dans mes voyages, j'ai vu d'autres façons d'être dans d'autres communautés. Là, je suis allé voir Mélanie, son père. J'ai posé un peu de questions. J'ai dit, Mélanie, reviendrais-tu avec moi? J'ai vu quelque chose sur la planète, là, où le peuple autochtone local, le peuple indigène local vit complètement différent avec les allochtones, qui sont les Blancs. Puis, on est retournés ensemble. Puis, de nos aventures, on a rédigé un livre. Puis Mélanie, à un moment donné, elle dit, écoute, Marc, t'es pas mal dans ta tête, là, toi, là, grosse tête, là. Peux-tu descendre dans ton cœur un petit peu, vivre les émotions, puis sentir comment nous, les Autochtones, on a vécu ce qu'on a vécu. Puis elle dit, à part de ça, j'ai passé 2 ans à l'école d'entrepreneurship. Peut-être tu pourrais passer une couple de jours dans ma communauté. Mélanie m'a amené en immersion dans sa communauté, rencontrer en fait, il ne veut pas qu'on l'appelle un sage, là, c'est un porteur d'objets sacrés. Il nous a raconté toutes sortes de choses extraordinaires. Puis aujourd'hui, puis je vais le traduire en affaires. Ça va, là? OK? Sur le projet Nordvolt, nous, on est présentement responsable de la fourniture des composantes métalliques, du dessin
puis on est en train de débattre sur l'installation, qui est le travail en chantier. Il est possible qu'il y ait une société de Kanawake, de la communauté Mohawk, qui nous accompagne dans ce projet-là. OK? Puis j'étais avec 2 des représentants de cette société-là. Puis il y a 5 ans, j'aurais été mal à l'aise. J'aurais eu peur de maladresse. Je ne sais pas si j'aurais été capable d'avoir une conversation sincère. OK? Grâce à ce que j'ai vécu, mais ce que Mélanie m'a fait vivre, j'étais devant des partenaires potentiels, puis peux-tu me parler de toi un petit peu, s'il te plaît? Et en passant, quand vous êtes gêné, puis vous ne savez pas quoi dire, là, c'est une phrase pas mal magique. Peux-tu me parler de toi, s'il te plaît? J'apprends d'un des 2 que son père travaillait à New York en montage d'acier, parce que les Mohawks étaient très reconnus pour ce métier-là. Il a grandi à New York. Voici ce qui se passait dans la rue de son enfance. Voici comment il a décidé de revenir chez lui. Et en quelques minutes, je suis devant une personne à qui j'ai commencé d'échanger. Puis c'est drôle, tu dis ça. Moi, j'ai commencé jeune dans la shop du père, puis c'était pas weird. Puis je le sais que pour la grande majorité de ma vie, un échange avec un membre d'une communauté autochtone aurait été gêné. Mélanie, parce que la réconciliation, c'est pas être gentil, c'est être vrai. OK? Et c'est pas qu'on a réglé les droits de chasse sur tel territoire. C'est pas ça la réconciliation. C'est qu'on est capable de texter l'autre toutes 5 secondes, je te parle de quelque chose. C'est ça la réconciliation. C'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de projets communs. Et j'aime écrire. Je sais pas pourquoi j'aime écrire, mais écrire, c'est une longue conversation avec soi-même. Elle t'oblige à corriger des contradictions. OK? Puis c'est particulièrement fier de cet ouvrage-là. Fait que Mocassin et Potacap et tous c'est des profits ou des retombées, le vont à des sociétés autochtones ou à des causes pour la réconciliation. Fait que dans ma vie, là, c'est une belle aventure. Ça. Belle aventure. On mettra un lien dans les notes de l'épisode pour les gens qui aimeraient en savoir un petit peu plus. Je peux pas terminer, Marc, sans parler d'un projet que tu as énuméré quelques fois dans notre discussion, le B, un des plus beaux projets de ta vie, également? Par les rencontres qu'il a causées. Tu sais, c'est Ta manière de redonner, j'imagine. oui, mais si on parlait d'expansion tantôt, là, à un Mm-hmm. moment donné, là, c'est pas sûr si on a une idée ou une idée nous choisit. Et fait on prendra un chemin gauche ou chemin droit, là, mais j'ai fini avec l'idée de l'EB devant moi et des centaines de gens qui ont dit bon, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et puis, il y a eu des collaboratrices extraordinaires dès le début. Puis je pense à Nathalie Rivin, puis éventuellement Isabelle Lebert, puis des centaines de personnes qui sont venues enseigner à l'EB, au-dessus d'1 millier de personnes qui sont venues y graduer, qui étudient encore. Les classes sont pleines. Je sais qu'on fait du bien. Je sais qu'on aide aujourd'hui sur les enjeux de reprenariat au Québec. Puis peut-être qu'on complète un cercle important dans notre conversation avec ça parce que on a aussi exigé que les cohortes du programme Élite entreprennent un projet communautaire ensemble. Parce qu'on a une vision que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'implique dans sa communauté. Parce que l'école d'entrepreneurship de Beauce, peut-être les gens en font une géographie, mais c'est une croyance. OK? L'école d'entrepreneurship de cette croyance-là. Nous croyons qu'un entrepreneur, c'est une personne impliquée chez lui. Que ça crée de la richesse, ça l'élève sa fierté, ça donne du sens à ce qu'il fait. Je pense qu'on essaye de casser l'ego un petit peu parce que c'est dur de demander de l'aide. Parfois, c'est la seule façon de survivre en affaire de demander de l'aide. C'est du bien, en tout cas. Fait qu'écoute, oui, c'est un beau projet de ma vie. On verra, je sais pas. Où est-ce que tu veux l'amener? Parce qu'on a eu Isabelle sur le podcast. Elle nous a donné une belle vision, mais je serais curieux de voir un petit peu comment tu envisages le tout. Je pense qu'on a déjà... Écoute, dans les quelques années qui ont suivi l'EB, là, il y a tellement d'institutions au Québec qui ont modulé leur approche. Je les nommerai pas, là, mais il y a 56 patentes là, qui ont parti. Le mot entrepreneurship est fini, s'est retrouvé à bien des places. Puis, des fois, c'est ça, réussir. C'est pas être le plus gros, c'est d'avoir causé une transformation de quelque chose. Tu sais, j'enseignais à l'EB la semaine passée, puis au souper le premier soir, il y a un gars qui dit, je le nommerai pas, mais je me rappelle de son nom. Il dit, l'EB a sauvé mon couple. Tu sais, peut-être c'est pas, on a créé 50 emplois à Sorel, c'est pas ça. Et pour lui, là,
un jour, quelqu'un va dire « Hey, c'était quoi les belles patentes de ta vie? » Il dit « Écoute, faut que je te dise, quand j'ai été là, ça m'a ouvert les yeux. Puis, mon Dieu, que je suis ressorti meilleur de là. » Ça vaut quoi, ça? Tu sais, ça fait que... non, c'est où c'est que je veux l'amener. C'est quoi? Je vais quand même m'ouvrir là-dessus. Et ça revient à la question que tu m'as posée tantôt. C'est que il y a environ 2 ans, j'étais invité à Dubaï pour une intervention sur l'entrepreneuriat puis les compagnies familiales puis tout ça. Puis je parle peut-être 20 minutes dans un panel qui dure 2 heures. Puis c'est des sociétés qui viennent un peu partout sur la planète, mais qui se réunissent à Dubaï. Et je sais qu'il y a certains secteurs représentés. Qui j'appelle des sociétés de portefeuille au Québec que tu connais, puis je dis, écoutez, auriez-vous des membres ou des compagnies de portefeuille qui aimeraient venir à Dubaï pour échanger avec d'autres compagnies? Le nombre de personnes intéressées, là, c'est 0. OK? C'est 0. Puis, excuse mon anglais, là, sweet fuck all. OK? Qui mon prochain rêve pour l'école, puis là, on est en train de travailler avec une institution à Sharjah. Sharjah, c'est l'émirat à côté de Dubaï. Puis, ils ont un centre d'entrepreneuriat là. Puis, on aimerait avoir 10 à 15 personnes du Québec qui iraient passer quelques jours là-bas pour échanger avec des entrepreneurs de là-bas. Puis, 10 à 15 entrepreneurs de là-bas qui viendraient au Québec échanger avec des entrepreneurs d'ici. Puis, avoir une cohorte à chaque année ou chaque 2 ans. OK? Parce qu'une fois que tu as rencontré quelqu'un, c'est plus weird. Et là, si j'offre un tirage pendant en Arabie Saoudite, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je n'irai jamais là. » C'est donc une fois avant de dire non. Ça a changé, là. Non, mais pour de vrai. Mm-hmm. Puis l'appréhension normale que tu aurais, va la confirmer et n'y retourne jamais, ou va la remettre en question, tu te rends compte qu'une personne de ton âge, n'importe où sur la planète, à cause de la technologie et des communications qu'on a vécues dans les derniers 25 ans, elle te ressemble énormément. OK? Va la rencontrer, va dire, puis c'est la phrase de tantôt, peux-tu parler de toi un petit peu, s'il te plaît? OK? J'ai fini d'un souper avec une dame qui vient d'une entreprise qui a 125 ans en Arabie Saoudite puis à Dubaï. Puis elle dit, mon Dieu, comment toi tu fais pour vivre les tensions familiales? Écoute, c'est une amitié instantanée. Tu sais, ça fait... Puis une nuance, là, c'est une femme à qui je parlais. Hein? C'est mon rêve, là, c'est que l'EEB continue d'aider sa communauté, s'ouvrir à l'autre qui est le voisin de l'autre bord de la rue, s'ouvrir à l'autre qui est encore très loin. OK? Fait que ça serait ça, Antoine. Exceptionnel. C'est fascinant de t'écouter, Marc. Très fascinant. Peut-être pour terminer, si on veut peut-être entendre, toi, ton ouvrage, lui qui t'a le plus marqué dans ta carrière en affaires. J'aime poser cette question-là aux gens qui viennent sur le podcast. Un livre qui t'a marqué, un contenu. Tu en as écrit beaucoup, certes. On en a parlé d'un il y a quelques minutes. Mais est-ce qu'il y en a un livre? Est-ce qu'un ouvrage vraiment marqué ta manière de voir les affaires? Écoute, je lis, je dois lire 40 livres par année. Là. Ça fait que s'il y a un ouvrage qui a marqué, écoute, je lis trop. Je peux pas trier dans ma tête instantanément là, tout ce que j'ai lu. Je vais quand même faire confiance au premier titre qui est venu dans ma tête. Okay? C'est un livre de Dominique Lapierre qui est décédé aujourd'hui. Le livre, je pense que c'est À minuit, la liberté. Et c'est l'histoire de l'indépendance de l'Inde en 1947, le 15 ou 17 août 1947. Ce livre-là m'a aidé à comprendre toute la dynamique de mes collègues indiens, tout ce qu'ils ont vécu. OK? Puis aussi le pouvoir de la transformation de société. Okay? Les dangers. OK? Les dérapages. Puis il y a des gens qui ont dit, mon Dieu, Marc, qu'est-ce qui va foutre en Inde? OK? Et je peux pas sacrer. Je me retiens. Tu peux sacrer ça, un podcast. Non, mais je le dirais pas. Les Britanniques, là, ça n'a aucun bon sens ce qu'ils ont fait. OK? Dans leur période où ils rentraient quelque part, ils restructuraient puis ils se mettaient maîtres du monde. Ça n'a aucun bon sens ce qu'ils ont fait. OK? Mais quand tu lis ça, tu dis, my God, c'est la même gang qui était chez nous. OK? Des fois, là, ouvre tes horizons, lis quelque chose, puis je le sais, là, qu'il y a, puis peut-être, c'est pour ça qu'ils écoutent un podcast, là. Il y a des gens qui ne lisent pas. OK? Ils n'ont pas le temps, ils n'aiment pas ça, c'est trop long. Je veux qu'ils imaginent 2 versions d'eux.
Il y a une version de eux qui lit à sa vitesse, pas à son goût, puis lis jamais quelque chose que tu n'aimes pas, puis si c'est pas bon, arrête de lire, OK, là? Mais il y a une version 2 qui lit, puis une version 2 qui ne lit pas. Qui va gagner la finale? OK, my God. OK, pourquoi tu choisis pas d'être la version qui va gagner? OK? Puis une fois de temps en temps, tu lis un livre magique. OK, là, j'en ai un ici, là, que je viens de finir, que j'ai donné à tous mes collègues. Quand il n'est pas bon, ben, tu le donnes pas à personne, puis tu dis, OK, bon, ben, j'ai appris que c'était pas bon. Laisse continue. Bon, c'est fini. J'ai d'autres choses, je m'excuse. Mais je veux savoir, c'est quoi le livre avant de te laisser filer? C'est parce que ça va peut-être être À minuit, la liberté de Dominique Lapierre. OK, bon, parfait. Fantastique. Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.